Je me suis intéressé au commerce équitable à l'âge de 7 ans, quand je suis allé pour la première fois en Amazonie. Et à cet âge-là, vous savez qu'on aime bien, comme tout enfant, essayer de grimper aux arbres, sauter dans un fleuve, courir après une balle. Donc moi j'ai fait ça comme tous les enfants du monde, mais à 13 000 km d'ici, de Dunkerque ou de Paris où j'ai grandi. 6 ans plus tard, j'allais à la rencontre d'un peuple, les Indiens Sateremawe, qui vivent en Amazonie centrale du Brésil et qui sont connus pour avoir domestiqué et inventé des techniques de culture, de consommation, de conservation de la plante guarana, plus connue internationalement comme le guarana, Paullinia cupana sorbilis. L'Amazonie est loin d'être un espace vierge, sauvage ou un enfer vert, comme on la présente souvent. C'est une région de 7 millions de kilomètres carrés. Elle est donc plus grande que l'Europe de Paris à Moscou. Elle a abrité énormément de plantes utiles dans notre consommation quotidienne. Elle en a été le centre d'origine de domestication. Le cacao, le tabac, la feuille de coca, le manioc, beaucoup de patates douces, beaucoup de types de piments et des plantes un peu moins connues comme la noix d'Amazonie ou le guarana, et j'en passe. Elle a aussi été, cette forêt amazonienne, profondément transformée par les hommes. Ces points noirs représentent autant d'artefacts archéologiques que nous sommes en train de découvrir en ce moment même. Les zones en jaune sont dites de terres noires de l'Indien. Ce sont des terres extrêmement fertiles qui sont le résultat de siècles d'action de l'homme pour enrichir les sols et en faire des terrains fertiles qui permettent cette diversité biologique et culturelle. En orange, vous avez aussi les zones de géoglyphes ou de monticules, c'est-à-dire une transformation qui se voit des paysages, des sols. Et enfin, l'Amazonie est la matrice de près de 500 langues différentes et autant de peuples, dont vous voyez ici les grandes familles. Retenez bien ces chiffres. L'Amazonie, c'est 7 millions de kilomètres carrés et c'était sans doute 10 millions d'habitants lorsque les conquistadors sont arrivés là-bas il y a maintenant 5 siècles. 500 langues et un centre d'origine. Et c'est le message ce soir que je passe, l'Amazonie est notre futur. Notamment à travers cette plante que j'aimerais vous faire découvrir, qui a été domestiquée dans un interfluve, le guarana, par un peuple qui y vivait, les Indiens Sateremawe, qui vivent encore aujourd'hui. Ils étaient 6 000 quand je les ai connus quand j'avais 13 ans, ils sont aujourd'hui 13 000 et plus organisés que jamais. Vous avez ici 2 hommes, le troisième en partant de la droite avec un t-shirt blanc, Obadias Garcia, un leader traditionnel Sateremawe, a lancé le projet Warana en 1994 qui vise à l'ethno-développement intégré du peuple Sateremawe à travers la vente de leur plante traditionnelle, le Warana. Ce projet, il a commencé avec ma mère, qui à l'époque commençait sa société de commerce équitable en France, Guayapi. Le quatrième en partant de la gauche, de la droite, excusez-moi, c'est Sergio, le fils d'Obadias, qui aujourd'hui est très impliqué dans le projet. Le guarana est à l'origine une liane dans la forêt que les Indiens Sateremawe ont su domestiquer en arbuste, que vous voyez ici, qui donne des fruits qui, lorsqu'ils sont récoltés, donnent lieu à une intense activité sociale dans les villages. Les fruits sont soigneusement sélectionnés, lavés dans les eaux pures des rivières Andira et Marao, qui sont dans la terre indigène de ces Indiens. Les graines ne sont pas cuites, elles sont séchées dans des fours en argile, ainsi qu'avec des fibres végétales spéciales dites de caraïpé de cette terre indigène, pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Et ensuite, les graines sont pillées avec de l'eau, et là vient le maître boulanger, qui est un métier extrêmement reconnu chez les Indiens Sateremawe, qui va
rouler cette pâte en un bâton. Ce bâton va être ensuite fumé pendant 1 mois avec des bois aromatiques de murusi dans des fumoirs. Et ensuite, ce bâton va être râpé par les femmes lors des cérémonies politiques où on doit prendre des décisions importantes. Car le warana, dans la langue des Indiens Sateremawe, ça signifie le principe de toute connaissance. Donc on ne peut pas prendre de bonnes décisions sans bonne connaissance. Donc on va poire le warana. Ça, c'est pratique, cela se fait depuis la nuit des temps, mais c'est vivant. Donc là, j'ai du warana, pas exactement préparé par une femme qui a râpé un bâton, mais en tout cas qui a suivi tout le process que je vous présente. Je le bois. C'est bon, et j'invite quelqu'un du public, courageuse ou courageux, à venir le prendre et à goûter ce warana qui va amener les bonnes paroles. Et vous inquiétez pas, vous pouvez le partager. Merci. Lorsque vous allez sur le site web du consortium des producteurs Sateremawe, nusokain.com, la première phrase que vous lisez, c'est « Notre lutte consiste à produire ». Tout est résumé, tout le projet de commerce équitable est résumé dans cette phrase. Aujourd'hui, 500 familles de producteurs sont organisées pour vendre à un prix 5 à 10 fois plus élevé que le prix du marché dans le cadre du commerce équitable. Mon ami Sergio, que vous avez vu tout à l'heure, à la réponse d'un journaliste lui demandant « C'est quoi en fait le commerce équitable ?» lui a répondu la chose suivante. On croit souvent que c'est une invention récente, depuis les années 50, 60, avec un prêtre hollandais qui se serait organisé avec des paysans mexicains. Mais en fait, c'est faux. Le commerce équitable, c'était là à l'origine, et c'est le capitalisme qui a transformé ce commerce équitable en une exploitation. Sergio a raison, il a la bonne parole. Quelques chiffres. 85 milliardaires possèdent autant que la moitié de l'humanité. 3 milliards d'hommes aujourd'hui. 10% de la population mondiale, 700 millions de personnes, possèdent 85% des richesses mondiales. Aujourd'hui, 9 Français sur 10 ont entendu parler du commerce équitable, et quelle grande multinationale ne parle pas de commerce équitable, de développement durable? Et pourtant, le commerce équitable représente 0,3% des échanges mondiaux. Une goutte d'eau. Il faut que nous passions à l'action. Et ce n'est pas les possibilités économiques ou commerciales qui manquent, étant donné que je vous rappellerai que le PIB mondial a été multiplié par 140 depuis les années 1950, d'après l'Organisation mondiale du commerce. Je vous ai donné tous ces chiffres, et je vous montre cette photo de producteurs de noix d'Amazonie en train de traverser des cascades à la force de leurs bras pour aller chercher ce produit tous les ans. Il y a 800 millions d'agriculteurs familiaux dans le monde qui, à mon avis, beaucoup d'entre eux gagnent moins de 1 dollar par jour. Et c'est là tout le sens du commerce équitable en tant qu'outil. Pas un label ou une finalité qui va nous permettre de sauver le monde, mais un moyen au service d'une réelle politique qui va faire changer les choses. Ces mêmes producteurs doivent être respectés. Il y en a dans le monde entier, et notamment dans la zone tropicale, là où se concentre l'essentiel de la diversité linguistique du monde. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, 6900 langues sont parlées sur Terre, et l'essentiel de la diversité biologique du monde, dont la moitié est concentrée dans à peine 3% de la surface terrestre. Alors, quelles solutions concrètes? En fait, elles existent déjà, les solutions, un petit peu partout dans le monde. Des pratiques vertueuses, des alternatives, il y en a, et beaucoup. Il s'agit de les relier. Et c'est le sens du réseau Terra Madre, qui a été fondé en 2004 à l'initiative de Carlo Petrini, qui est aussi le fondateur de Slow Food. Terra Madre est un réseau international présent dans 170 pays, de communautés de la nourriture, de ceux qui mettent en scène cette nourriture, les chefs cuisiniers, des universitaires, les scientifiques, et des activistes alimentaires. Et vous savez qu'un mouvement sans jeunes est un mouvement sans avenir, et c'est pour ça qu'il y a 1 mois et demi, avec Sergio et bien d'autres, nous étions à l'exposition universelle pour une grande rencontre, Terra Madre Giovanni, We Feed the Planet, nous nourrissons la planète, où nous avons réuni 2500 jeunes producteurs, activistes, chefs cuisiniers, pour discuter du futur de l'alimentation. Lors d'une conférence, pendant ces 3 jours de Carlo Petrini, le fondateur de Slow Food,
qui a plutôt l'âge de mes parents, il a dit la chose suivante: je pense que la durabilité, c'est pas tant des chiffres et des chiffres dont on nous parle. Ça consiste à créer quelque chose qui peut être repris par d'autres. Et avec Sergio, nous buvions littéralement ces paroles en buvant un Guarana. Ça a fait beaucoup d'écho, évidemment, pour nous, parce que nous prenons la suite de nos parents aujourd'hui, et le projet Guarana est durable, et il n'en est qu'à ses débuts. Alors, comme il est coutume de faire quelque chose de participatif, j'aimerais savoir qui consomme régulièrement des produits du commerce équitable dans cette salle. Une minorité. Qui consomme régulièrement des produits biologiques? Un peu plus que la moitié. Et qui va adhérer à une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, les AMAP? Ou qui adhère déjà? Qui va adhérer à l'association Slow Food, par exemple, pour ralentir? Personne? Qui a envie de changer les choses? Qui a envie de changer les choses? Vous savez ce qu'il vous reste à faire. En fait, je terminerai là-dessus. Quand j'étais jeune et que des amis venaient chez moi, ils étaient très étonnés de ne pas trouver de Nutella, de Coca-Cola, et à force, je me posais vraiment des questions sur la normalité de ma famille et de ce que je faisais. Et je me suis rendu compte avec Terra Madre qu'en fait, on était des milliers comme ça, et je n'ai pas peur de dire que c'est une forme de résistance d'avoir grandi comme ça et de vouloir continuer à grandir comme ça. On est des milliers et peut-être des millions, on ne le sait pas encore. On est comme une grande famille et il s'agit de nous connecter et de nous donner les moyens de nous connecter. Et c'est en nous connectant qu'on pourra devenir une très grande force de changement et mettre en équilibre ces trois piliers de la durabilité qui sont souvent mis en exergue: la qualité sociale de nos vies, la qualité économique, sur laquelle nous avons atteint un niveau assez élevé, je pense, et enfin, la qualité environnementale de notre vie en tant qu'humain sur cette planète. Merci.